Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Être noir en France ». En présentant le sujet, Laurent Galzamer écrit « Cette déflagration néo-outre-Atlantique est une invitation à nous interroger sur la condition des Noirs en France, non pour établir un parallèle illusoire, mais pour prendre en compte des faits qui reviennent périodiquement dans l'actualité, les discriminations à l'embauche, les assignations à résidence dont Emmanuel Macron avait parlé lors de sa campagne présidentielle, les contrôles au faciès devenus une règle et parfois de graves dérives. Où en sommes-nous sur ces sujets ? Et il poursuit, il faut aussi ne pas minorer le facteur humain, tout n'est pas de la responsabilité de l'État ni même de la police. Ça n'est pas l'État qui refuse la location d'un appartement à un jeune couple à la peau sombre, ça n'est pas l'État qui refuse d'embaucher un tel ou une telle en raison de sa couleur. Dans notre société, la lutte contre le racisme est autant l'affaire des citoyens que celle de la puissance publique. Quand chacun agira dignement, il sera moins difficile d'être noir en France. À signaler que le 1 publie en exclusivité un texte de Raoul Peck, réalisateur du film I'm Not Your Negro, très regardé sur Arte et sur Netflix. Sous l'onglet Lebada, après un récent échange avec Frédéric Ducam, chercheur au musée d'histoire naturelle en poste au Vanuatu, nous avons mis en ligne un dialogue avec Christian Pouyaud sur la situation au Brésil, là où les questions sanitaires et les questions politiques se télescopent tous les jours. Après la Russie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Grèce, le Chili, l'Australie, le Vanuatu, nous poursuivrons ces regards sur d'autres pays dès la semaine prochaine. Nous vivons de vos contributions et de vos encouragements, ne nous ménagez ni les unes ni les autres. Et venons-en maintenant à notre premier sujet, où passe le nouveau chemin d'Emmanuel Macron ? Dans son allocution du 14 juin, le président de la République a donné pour cap au pays, je cite, « l'indépendance de la France pour vivre heureux et vivre mieux ». À 2 ans du terme de son mandat, le chef de l'État a ajouté que les temps imposent de dessiner un nouveau chemin. Emmanuel Macron n'entend pas pour autant se renier. « Je ne crois pas que surmonter les défis qui sont devant nous consiste à revenir en arrière », a-t-il dit. Il rejette toute hausse d'impôts. Pour combler un endettement qui atteindra 121% du PIB, il faudra, je cite, « travailler et produire davantage ». Le chef de l'État entend tout faire pour éviter au maximum les licenciements, alors que son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, anticipe la suppression de 800 000 emplois dans les prochains mois. La reconstruction économique du pays, terme utilisé à 6 reprises dans l'allocution du président, devra dans son esprit être écologique et solidaire. Sur le premier point, en soutenant la rénovation thermique des bâtiments, des transports moins polluants et les industries vertes. Sur le second, en revalorisant les salaires des soignants, des discussions sont ouvertes à ce sujet dans le cadre du Ségur de la santé, et en travaillant sur la dépendance des personnes âgées. Le principe de la création d'une branche spéciale de la sécurité sociale vient d'être mis sur les rails à l'Assemblée nationale. La reconstruction économique devra être également forte et souveraine. En pleine polémique sur les violences policières, Emmanuel Macron a aussi apporté un soutien sans faille aux forces de l'ordre et fustigé le communautarisme, prévenant qu'aucune statue ne saurait déboulonner. Le chef de l'État a par ailleurs annoncé l'ouverture d'un nouveau chantier de réforme institutionnelle visant à amplifier la décentralisation. Je cite, « Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris ». Il a manifesté sa volonté de donner des libertés et des responsabilités inédites aux élus locaux, aux hôpitaux, aux entrepreneurs. Le président a donné rendez-vous au pays en juillet pour préciser ce nouveau chemin, lancer les premières actions. D'ici là, les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental
doivent lui faire parvenir leur contribution, tout comme les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat qui rend ses travaux ce dimanche, selon une procédure d'ailleurs assez curieuse qui consiste à avoir tout fait fuiter dans les jours qui précèdent et le dimanche n'avoir plus à dire que des choses que l'on connaît déjà. Sur cette question, Nicolas Bavrez. L'aventure politique d'Emmanuel Macron et son quinquennat était fondée en fait sur un projet qui était donc la modernisation du modèle français lié à la refondation de l'Europe, sur une stratégie qui était le en même temps et sur une méthode qui était la disruption des partis et de la classe politique traditionnelle. Et ce quinquennat, ce projet, ont été télescopés par le mouvement des Gilets jaunes, par les grèves contre le projet de réforme des retraites et surtout, bien sûr, par l'épidémie de Covid-19. Et aujourd'hui, les cartes sont vraiment rebattues. Il ne s'agit plus de réformer le modèle français, il s'agit de reconstruire une économie qui est en ruine, avec une baisse historique du PIB de 12%, un chômage qui va augmenter jusqu'à 12% de la population active et une dette publique qui va culminer à 121% du PIB, ce qui fait quand même 40 000 euros pour chaque Français. Et par ailleurs, on voit que la paix civile est de plus en plus menacée par la montée de la violence, les tensions communautaires et l'incapacité de rétablir l'ordre public. Pour ce qui est du en même temps, c'est vrai que deux problèmes se posent. D'abord, dans ces temps très troublés, il faut un cap clair et l'heure n'est plus au en même temps. Et par ailleurs, le problème politique qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a des électeurs qui sont à droite, qui sont l'électorat de la droite modérée, et n'a plus du tout une base qui est répartie à gauche comme à droite. Enfin, pour la disruption, le problème c'est que la disruption touche aujourd'hui le parti et la majorité du président. Un parti qui accumule les défaites et les malaises et une majorité qui se délite. Donc voilà le problème qui se pose aujourd'hui. Il faut reconstruire, il a raison d'utiliser ce mot. Nous sommes, comme en 1945, devant la nécessité de passer un nouveau pacte politique, économique et social. Certains éléments ont été évoqués, mais de manière extrêmement vague. Sur le côté politique, on a la piste de la décentralisation, mais sans, pour l'instant, ce qui ne s'incarne pas dans un vrai projet. Pour l'économie, on a dit qu'elle devait être à la fois souveraine, écologique, solidaire, et si possible efficace, mais là encore les choses sont très abstraites. Et sur le social, c'est vrai qu'on a deux pistes, la lutte contre le chômage, mais qui est un objectif permanent et qu'on n'arrive jamais à atteindre, et par ailleurs la prise en compte de la dépendance. Donc pour l'instant, il faut bien reconnaître que tout ça ne fait pas, est très loin de remplir et de donner un vrai contenu à cette notion de reconstruction. Et par ailleurs, on voit bien les contraintes qui montent. La première contrainte, ça va être, et la première difficulté, ce sera l'absence de marge de manœuvre financière. Le deuxième problème, c'est la situation de l'État, avec quand même une faillite dans la gestion de la crise sanitaire qui a cassé le lien de confiance avec les citoyens. Une nation qui se délite et qui est maintenant très déclassée, notamment par rapport à l'Allemagne. Et finalement, donc, tout ceci converge vers le problème politique que doit essayer de régler Emmanuel Macron d'ici juillet. Il y a deux choses qui sont offertes à lui. Premièrement, un changement de Premier ministre qui paraît assez probable si on en juge par la tonalité de son intervention du 14 juin, qui a surtout été destiné à empêcher son Premier ministre d'annoncer le déconfinement et qui ne l'a évoqué que sur le passé et pas du tout sur l'avenir. La deuxième piste possible, c'est le référendum sur les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat. Mais tout ceci, finalement, est surplombé par le problème central qui est, j'allais dire, le plus grand danger pour Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron lui-même, avec un climat de défiance qui s'est installé, la violence qui vise le président de la République chez certaines catégories de l'opinion et la rupture du lien avec les Français. Et finalement, en ces temps où on évoque volontiers évidemment le 18 juin, on pense quand même
au jugement qu'avait prononcé le général de Gaulle sur Albert Lebrun quand il était venu le voir en octobre 1944. C'est dans les mémoires de guerre. Au fond, comme chef de l'État, deux choses lui avaient manqué, qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. Et c'est ça les deux questions qui se posent aujourd'hui à Emmanuel Macron. Comment restaurer un leadership qui maintenant est quand même très affaibli et vacillant, et comment essayer de remettre en route un État qui est à la fois énorme et impotent. Cette phrase du général de Gaulle sur Albert Lebrun est une des exécutions les plus magistrales qu'une plume ait jamais réussi. Michaëla Wiegel. Oui, alors je suis totalement d'accord avec Nicolas Bavrez que le tableau n'est pas très réjouissant. Mais je nuancerai quand même un tout petit peu. Alors tout d'abord, je trouve très positif qu'enfin Emmanuel Macron a prononcé ces mots qu'il va falloir travailler plus et produire davantage, parce que pendant très longtemps, notamment au moment de la séquence quoi qu'il en coûte, on avait l'impression que on rasait désormais gratis en France et que peu importait l'endettement. Et d'ailleurs, c'est l'autre point que j'aimerais mentionner, c'est que le président, dans son allocation, a aussi parlé de l'endettement de la France et a, même s'il n'a pas prononcé aussi clairement, quand même fortement indiqué aux Français que les marges de manœuvre de la France étaient finalement assez étroites. Alors, je dirais, il peut quand même, et la France peut quand même se rassurer dans la mesure où, même si l'accord n'est pas encore trouvé, mais l'accord avec l'Allemagne sur un grand plan de reconstruction est trouvé et que, quoi qu'il arrive, l'Allemagne a très clairement montré qu'elle ne laissera pas tomber la France. Et je pense que, en cela, il a finalement, de façon assez inattendue, à un moment où il ne comptait plus vraiment sur cela, pu tenir une des promesses de sa campagne, c'est-à-dire de forger une unité avec l'Allemagne. Alors bien sûr, cela ne résout pas tout, même si je reste assez optimiste que sous présidence allemande, nous allons trouver un accord au niveau européen et que les pays dits frugaux vont aussi s'accorder sur un plan de reconstruction, ce qui donnera un peu de souffle à la France. Mais, et là, je rejoins vraiment Nicolas Bavarez, tout reste à faire en termes de clarification du positionnement d'Emmanuel Macron. Il est encore trop dans l'incantation et j'aimerais le démontrer par rapport au terme souveraineté qu'il a utilisé énormément de fois pendant son discours et qui me paraît un petit peu dévoué en quelque sorte de son sens. Parce que quand il parle de souveraineté, il n'explique jamais s'il parle de la souveraineté vraiment de la France ou de la souveraineté européenne. Et en vérité, c'est un non-sens quand il considère qu'il puisse arriver à une reconstruction de la France dans une optique d'économie souveraine. Ça n'existe pas aujourd'hui. Toutes nos relations économiques sont dépendantes de nos partenaires. Bien sûr, on peut, en termes de sites de production, essayer de garder, comme l'Allemagne l'a fait d'ailleurs, de garder des têtes pensant les sièges dans son propre pays, mais on ne pourra jamais concurrencer des pays à très bas main-d'œuvre pour maintenir une compétitivité, pardon. Et donc, je crois, même s'il paraît qu'il voit beaucoup Jean-Pierre Chevènement et qu'il se sent de plus en plus inspiré par l'idée de souveraineté que préconisait jadis Jean-Pierre Chevènement, c'est vraiment incompatible avec son destin européen et il mériterait de le clarifier. Marc-Olivier Badis.
La première remarque, c'est que le président de la République a ouvert lui-même un calendrier assez étrange qui nous place dans un entre-deux assez inhabituel, puisqu'il a ouvert un moment de spéculation et d'incertitude à partir de son intervention télévisée du 14 juin, dans laquelle il a ouvert des pistes et lancé toutes sortes d'hypothèses tout en disant qu'il n'avait pas abouti dans ses réflexions, et un moment, on ne sait pas quand, début juillet, peut-être le 14 juillet ou plus tard, où il précisera finalement le résultat de ses réflexions. Et donc, il a stimulé lui-même toutes sortes d'interrogations sur ses intentions, notamment sur le remaniement ministériel qui agite toujours les commentateurs politiques, mais plus profondément sur les options politiques qu'il veut pour la fin de son quinquennat. Et puis, il y a dans cette manière de créer des attentes, une manière de gérer de sa part aussi le résultat des élections municipales qui sera sans doute peu favorable pour La République En Marche. Et donc, il cherche une manière de rebondir très rapidement après les élections municipales pour reprendre la main politiquement. Maintenant, sur le fond, évidemment, Nicolas a bien balisé la plupart des sujets. Je dirais néanmoins que dans les contraintes qu'a repérées Nicolas, j'insisterai pour ma part davantage sur la contrainte écologique qui devient quand même un axe structurant du projet politique d'Emmanuel Macron, beaucoup plus qu'au début du quinquennat. Je trouve que à mesure que le quinquennat avance, le thème écologique prend plus d'ampleur, plus de consistance, même si Nicolas Hulot est parti, et que la crise sanitaire que nous avons traversée a montré l'importance du sujet écologique. Et par conséquent, la réponse qu'il apportera aux propositions de la Convention citoyenne sur le climat sera déterminante dans cette nouvelle phase, quelle que soit la forme qu'elle prend. Et visiblement, il a décidé de recevoir très rapidement, la semaine prochaine sans doute, les citoyens de la Convention pour discuter avec ces citoyens de la réponse ou plutôt de l'appropriation de ce qu'il veut faire de ces propositions, soit de transcrire de façon réglementaire, soit de passer au niveau législatif, soit même de convoquer donc un référendum. Et donc ça montre bien tout de même l'importance du thème environnemental. Maintenant, la dimension européenne, elle reste très très présente. Un mot rapide sur la remarque de Michaela. C'est un sujet sur lequel on est revenu à plusieurs reprises parce que Jean-Louis Bourlange n'aime pas du tout non plus l'usage de ce terme souveraineté, mais je crois que ça ne doit pas faire l'objet de spéculations politiques trop nombreuses. Dans le fond, quand il dit souveraineté, il fait deux choses. D'abord, il ne renie pas le thème européen, au contraire, il passe au thème européen. Et la souveraineté européenne, c'est quoi ? C'est peut-être pas tout à fait. Ça devient de plus en plus clair, c'est-à-dire c'est de ne pas dépendre de la Chine pour la 5G et de ne pas dépendre des GAFA américaines pour l'état de notre espace public, par exemple. Et donc, c'est simplement d'arriver à construire des projets européens qui tiennent la route et qui fassent qu'on ne soit pas écrasé, pris en étau entre les puissances chinoises et américaines. Et d'ailleurs, dans l'accord avec l'Allemagne, très important, comme l'a souligné Michaela, j'ai été très frappé du fait que la chancelière allemande a repris elle-même le thème industriel des champions européens, qui était considéré un peu jusqu'à présent comme une lubie française, et là qui est assumé dans le fond par la parole allemande. Mais la deuxième dimension, c'est qu'il y a une manœuvre sémantique, mais qui fait partie du combat politique, qui est de priver son adversaire d'une partie de son vocabulaire et donc d'aller voler aux souverainistes leur vocable préféré, évidemment en le déformant au passage, mais ça, c'est une petite opération politique qui n'est pas
très très inédite. Le troisième remarque très rapide, on peut se demander comment un des problèmes que n'a pas mentionné Nicolas et qui se présente pour le président de la République, c'est comment se réinventer tout en capitalisant sur un bilan. Ou dit autrement, que faire des dossiers qui étaient enlisés juste avant le début du confinement. Que faire de la réforme des retraites, que faire de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, par exemple, qui ont suscité beaucoup d'insatisfaction, d'inquiétude et de mobilisation. Et là, bon, ça va faire partie des arbitrages que doit faire le président, mais on voit bien que la tentation d'abandonner en race campagne ces sujets très polémiques au moment où il faut au contraire refaire du commun, cette tentation donc est forte, et en même temps, s'il n'y a plus rien dans le bilan présidentiel, c'est embêtant politiquement. François Bujon de l'Étang. Alors, le maître mot ici, enfin le mot clé, c'est celui de se réinventer, c'est la réinvention. C'est d'ailleurs le président qui l'a utilisé lui-même, puisqu'il dit « nous avons tous à nous réinventer, moi le premier ». Ce n'est pas nouveau, puisqu'au fond, chacun des présidents de la Ve République a eu ce défi à relever à mi-mandat, et là nous sommes même au-delà de la mi-mandat. C'était encore plus vrai du temps du septennat, bien entendu, que du temps du quinquennat. Du temps du septennat, rappelez-vous, comme Mitterrand a dû se réinventer, par exemple, après l'échec retentissant du programme économique de l'Union de la gauche en 1983. Il y a eu d'autres exemples, on pourrait les multiplier, mais chaque fois ce défi se posait. Du temps du septennat, les présidents ont été élus au fond par la cohabitation. C'est elle qui souvent, dans le cas de Mitterrand, et puis plus tard dans celui de Chirac, avec les 50 cohabitations avec le gouvernement Jospin, c'est cette obligation de cohabiter qui les a amenés à retrouver un second souffle et qui a sauvé leur présidence, au fond, et a permis leur réélection en les amenant à exercer la fonction présidentielle d'une façon différente de ce qu'ils avaient fait au début. Avec le quinquennat, c'est moins flagrant, mais par contre, on voit qu'aucun des présidents réduits au quinquennat, si j'ose dire, n'a réussi à se faire réélire. Donc pour Macron, qui depuis le début trébuche de crise en crise, au fond, et a été desservi par la succession et l'enchaînement de ces crises, les gilets jaunes et puis, bien entendu, les grèves au moment de la réforme sur les retraites et, bien entendu, la crise sanitaire et le Covid, le défi est particulièrement difficile. Ça, c'est une première remarque. Il ne nous a pas donné beaucoup d'indices pour l'instant. Le discours du 14 juin ne nous a pas donné beaucoup d'indices sur ce à quoi pourrait ressembler la réinvention à laquelle le président s'invite lui-même. On voit bien ce que sont les priorités, bien entendu. La reconstruction économique, ça va de soi dans un pays qui est économiquement sinistré. Un tournant écologique que l'on voit se profiler et qui va s'accentuer avec la discussion des recommandations formulées dans des conditions un peu étranges, vous avez raison Philippe, par la Convention citoyenne pour le climat. La décentralisation aussi, puisqu'elle est manifestement au centre des réflexions en cours. Mais on voit bien que le président souhaite aborder ses priorités tout en gardant le cap qui était le sien sur l'essentiel. Pas d'impôts nouveaux, travailler plus et plus longtemps, libérer l'initiative, ce sont des leitmotifs dans ce qu'il nous dit. Alors, il y a quelques pistes quand même dans ce qu'il a dit le 14 juin. D'abord, on sent une volonté de reprendre les choses en main lui-même. Il s'attribue le mérite du déconfinement, par exemple. C'est lui, et non pas le Premier ministre, cette fois-ci, qui a annoncé les nouvelles mesures de déconfinement. Et il cherche à récupérer l'héritage gaullien. On le voit bien en ces temps de 18 juin, bien entendu, avec toutes les initiatives qu'il a prises autour de cela, mais aussi avec l'accent qu'il met très régulièrement sur les sujets régaliens. Et puis, il réaffirme aussi deux priorités, donner plus d'initiatives aux collectivités locales et donner la priorité à la transition énergétique. Mais pour ce qui est de tracer le nouveau chemin, je le cite encore une fois, qu'il veut emprunter, il va falloir attendre début juillet. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le remaniement. Celui-ci impliquera-t-il un changement de Premier ministre
ou pas. Ce n'est pas neutre du tout. Ça donnera une indication majeure sur le chemin qu'il entend suivre. Quel sera le casting? Est-ce qu'il aura le courage de se défaire d'un certain nombre de ministres impopulaires ou déconsidérés? Et puis, il y a plusieurs sujets qui se prêteraient sans doute à un référendum, et même dans un cas au moins un référendum à réponse multiple. Ce sont évidemment tous les sujets d'environnement. Mais le sujet de décentralisation peut lui aussi s'y prêter d'une autre manière. Et de toute façon, on sent que le poids des préoccupations électorales, puisqu'il n'y a plus guère qu'il y a moins de 2 ans maintenant qu'il ne sait pas de l'élection présidentielle, va beaucoup jouer. Et l'une des préoccupations dominantes, me semble-t-il, d'Emmanuel Macron sera d'empêcher un candidat crédible de droite ou de centre-droit de se glisser entre Marine Le Pen et lui. Alors, voilà, il va falloir garder sans doute le cap vers le centre-droit, tout en cherchant à séduire des électeurs nouveaux, écologiques, ou bien une partie de ceux qui restent de la gauche, avec des mesures environnementales. Mais il reste un point fondamental, qui est le problème de la confiance, et qui est la personnalité et le style même du président. Il a, nous l'avons dit, été de crise en crise depuis le début. Il y a un grand problème de manque de confiance qui a été aggravé par l'affaire des masques et le début de la crise du Covid. Et la question se pose de savoir si, par exemple, il aura la possibilité de reprendre quelques réformes laissées en rade, comme celle de la retraite à points, par exemple, même en abandonnant toute idée d'âge pivot. Aura-t-il le courage de le faire? Aura-t-il la confiance de l'électorat pour le faire? Et aura-t-il en main un gouvernement qui sera mieux armé que le précédent pour le faire? Tout ça, ce sont des questions auxquelles nous n'aurons pas de réponse avant le début du mois de juillet, en mettant les choses au mieux. Nicolas Bavrez. Oui, très rapidement, je voulais relever dans la continuité de ce qui a été dit par Michaela Wiegel, un paradoxe, c'est que finalement, l'Europe était tout à fait absente de cette intervention du 14 juin, alors que c'est sur l'Europe qu'il y a une vraie continuité du quinquennat. Le paradoxe étant que l'épidémie a réussi à obtenir et à faire bouger l'Allemagne, alors même que 2 ans de pédagogie d'Emmanuel Macron vis-à-vis d'Angela Merkel n'avait jusque-là pas obtenu, non seulement il n'y avait aucun résultat, mais il n'y avait même eu aucune réponse. Et on a cette espèce d'inversion ou de ciseaux, c'est-à-dire que sur la politique européenne, on a une vraie continuité et je pense qu'on va effectivement avoir des résultats. Sur la politique intérieure, on a une vraie cassure, une rupture et un énorme point d'interrogation. La deuxième contradiction ou tension, c'est sur l'économie où il est très difficile à la fois de faire les mesures d'urgence, la chute du PIB, il faut se rendre compte que ça représente une perte de 4 343 € par Français. Donc c'est quelque chose d'une violence incroyable et qui va amener beaucoup de pauvreté, de chômage et aussi de révolte quand les gens vont mesurer, une fois qu'on devra quand même retirer en partie les redons de la dette publique, quand tout le monde va mesurer l'étendue des faillites et des pertes. Donc, il faut traiter l'urgence et en même temps, c'est la relance de la dernière chance, c'est-à-dire que c'est la dernière fois que la France peut mobiliser 20% de son PIB sous forme de dette publique pour essayer de remettre son économie à niveau et en phase avec le 21e siècle. Et puis la troisième contradiction ou tension, c'est que la reconstruction économique n'est pas possible sans ordre public et sans paix civile, et que la paix civile elle-même n'est pas possible sans qu'on arrive à régler les problèmes d'inégalité ou de désintégration de la société française. Et tout converge de fait vers cette question du leadership, vers cette question de la légitimité et de la confiance pour pouvoir dépasser toutes ces contradictions, formuler un projet de redressement et rassembler. Et c'est bien ça la grande difficulté d'Emmanuel Macron. Ce qui se cache sous sa réinvention, c'est en fait moderniser, rassembler le pays. Michaela Wiegel.
Oui, je ne crois pas que l'Europe était absente de son allocution parce qu'il a parlé du tournant historique que constituait l'accord avec l'Allemagne. Il a même dit que pour la première fois, on envisageait l'avenir pas comme un assemblement de jeux, mais de moi, mais comme un nous. Et je crois effectivement, c'était très important de pointer cette dimension historique qui, à mon avis, était effectivement un peu minorée par la presse française. Alors, je voulais juste dire un tout petit mot parce que on a une focalisation là sur un possible remaniement comme si ça allait résoudre quelque chose. Et je trouve tous les points que Nicolas Bavresse a si bien énumérés ne seront pas résolus par un changement de personne parce qu'il s'agit vraiment des sujets de fond. Alors bien sûr, ça peut donner, par exemple, pour le ministre de l'Intérieur, éventuellement un nouvel élan, une relation à refaire avec les policiers, mais globalement, cette idée qu'un remaniement changerait quelque chose à la position de départ, je trouve ça assez curieux et je trouve même dommage que au lieu de traiter vraiment les sujets de fond, on a souvent tendance à se dire voilà, on va tout changer parce que on va probablement se séparer du Premier ministre ou des ministres régaliens. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, qui est celui de la manière dont le président turc Erdogan s'installe en Libye. Dans ce pays, la chute le 5 juin des dernières positions du maréchal Khalifa Haftar dans la Tripolitaine, cette chute a marqué la fin de son offensive lancée en avril 2019 pour renverser le gouvernement libyen d'accord national de Fayez al-Sarraj. Il s'en est fallu de peu que le maréchal Haftar n'y parvienne, avec les troupes de l'autoproclamée armée nationale libyenne, avec l'aide des mercenaires russes, du groupe Wagner, dont le nombre a pu dépasser le millier, ainsi qu'avec l'appui de l'Égypte, de la France et des Émirats arabes unis. Mais Fayez Sarraj s'est trouvé un allié plus puissant encore, Recep Tayyip Erdogan, auquel il a encore rendu visite le 4 juin à Ankara. C'est à la Turquie, à ses drones et aux quelques 7000 hommes des milices syriennes qu'elle a fait venir d'Idlib que Sarraj doit son salut. Le 28 novembre 2019, Erdogan a conclu à Istanbul un accord de coopération militaire et sécuritaire avec Fayez al-Sarraj. Les deux hommes s'inscrivent dans la même mouvance, celle des frères musulmans. En décembre 2019, le président turc a assorti son soutien armé d'un pacte par lequel la Turquie s'arroge les droits de démarcation maritime, c'est-à-dire des droits de forage d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, un projet que la Grèce, Chypre, l'Égypte, les Émirats arabes unis et la France ont condamné, le jugeant illégal. La Libye est le premier producteur d'hydrocarbures africains devant le Nigeria et l'Algérie. Cet accord visait aussi à moyen terme pour la Turquie à se faire donner 4 bases stratégiques en territoire libyen, 2 aérodromes et 2 ports. Le 2 janvier 2020, Erdogan obtenait de son Parlement l'autorisation d'envoyer en Libye des forces turques qui ont emmené comme supplétifs plusieurs milliers de djihadistes devenus oisifs dans la poche d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, à la frontière de la Turquie. Sans attendre, elles s'y sont déployées et permis aux milices du gouvernement libyen d'union nationale de chasser progressivement de Tripolitaine les forces du maréchal Haftar. Au milieu de la Méditerranée, à 400 km des côtes siciliennes, la Libye occupe une position stratégique. Elle contrôle à la fois son propre robinet énergétique, mais aussi la filière des migrants subsahariens qui transitent par le corridor libyen. J'ajoute qu'il y a eu le 10 juin un incident entre un navire français et la Turquie, puisque la Turquie a fait ce qu'on appelle un acte hostile et que cet acte hostile visait un navire français en mission pour l'OTAN, dont la Turquie est membre. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Alors, Philippe, vous avez bien mis en scène tout cela. Le résultat, c'est que nous avons aujourd'hui en Libye une nouvelle donne qui est entièrement défavorable à l'Occident,
à l'Union européenne et à la France. Nous avons en réalité, en Libye, qui était plongée dans le chaos depuis le renversement de Kadhafi en 2011, un partage d'influence entre la Russie et la Turquie, la Russie en Cyrénaïque avec le maréchal Haftar et la Turquie en Tripolitaine avec le gouvernement d'accord national de Fayez Sarraj. Une espèce de condominium russo-turc. Alors, il faut s'interroger sur la solidité de ce condominium. Parce que, d'une part, la Russie et la Turquie donnent toujours l'impression de s'affronter ou d'être au bord de l'affrontement dans un face-à-face très inconfortable. En Syrie, on l'a vu, il y a même eu des incidents en Syrie qui ont entraîné il y a quelques mois la perte d'un avion russe, ou en Libye, où ils sont face-à-face. Et tout ça est évidemment riche en péril. Mais ça, c'est l'impression, je dirais, superficielle, parce qu'en fait, les deux pays s'équilibrent et ils sont largement de connivence. Les incidents dont je parle en Syrie ont été finalement limités et il semble que la communication entre Russes et Turcs, au moins sur le terrain, soit permanente et permette de les limiter. Et en Libye, ce que nous avons vu ces dernières semaines, ce n'est pas vraiment une déroute militaire dans des combats de l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar, c'est en réalité un redéploiement militaire qui a entraîné l'évacuation des mercenaires russes du groupe Wagner. Et plutôt qu'une déroute, nous avons affaire à un redéploiement militaire et à un desserrement du siège de Tripoli. La vérité, c'est qu'il y a un très grand partage d'objectifs entre la Russie et la Turquie qui se manifeste en ce moment en Libye. D'abord, n'oublions pas qu'en 2006, ce sont les Russes qui ont prévenu Erdogan de l'imminence d'un coup d'État et que M. Erdogan a quand même des souvenirs de ce moment-là très cuisants et par conséquent une certaine reconnaissance envers Poutine. Mais ils ont surtout un objectif commun qui est très simple, qui consiste à éliminer l'Occident du Proche et du Moyen-Orient et à prendre leur place littéralement et à bien contrôler en tout cas toutes les côtes et tout le littoral de la Méditerranée orientale à 400 km, vous l'avez dit en effet, en face des côtes de l'Union européenne. Voilà, donc c'est ce qui est en train de se produire. Alors derrière cette espèce de condominium russo-turc, il y a les menées de la Turquie sur laquelle il faut se focaliser, parce que la stratégie d'Erdogan est très dangereuse pour l'Union européenne d'une façon générale. D'abord, il a une vision à long terme qui est de rétablir l'influence traditionnelle qui fut celle pendant 400 ans de l'Empire ottoman dans le monde arabe sunnite et en s'appuyant sur le réseau des frères musulmans auquel lui-même il est associé. C'est ce qu'on appelle la politique néo-ottomane. Elle le mène à pousser ses pions très soigneusement. Il l'a fait d'abord en Syrie, il le fait maintenant en Libye, avec l'idée que derrière la Libye, il y a des accès au Maghreb et à l'Afrique qui lui sont extrêmement précieux. Rappelez-vous par exemple à quel point Erdogan a toujours montré des préoccupations africaines importantes. Vous n'avez qu'à regarder par curiosité le réseau aérien de Turkish Airlines, qui est maintenant le premier réseau étranger en Afrique, pour voir qu'il y a des ambitions économiques qui se cachent derrière tout cela. Mais c'est surtout de pousser ses pions en Méditerranée orientale. Il a conclu, vous l'avez dit, un accord maritime le 27 novembre 2019 avec le gouvernement de Tripoli, qui lui permet de délimiter un accord un peu forcé sans doute, avec Tripoli, les eaux territoriales et les zones économiques exclusive en Méditerranée orientale. Ça ne tient aucun compte du droit de la mer véritable, nous l'avons tous souligné, l'Union européenne l'a souligné aussi, mais ça lui permet, pour l'essentiel, deux choses. D'abord, de faire des forages pour trouver du pétrole ou du gaz dans une zone extrêmement prometteuse et où on sait qu'il y a des réserves importantes, et de les faire vraiment au large des côtes de la Grèce et de Chypre. Et ensuite, ça lui permet d'exercer également un poids sur les pipelines envisagés pour écouler le gaz israélien et derrière le gaz égyptien vers l'Union européenne, ce projet qu'on appelle EastMed. Il va pouvoir le contrôler en s'imposant au large de Chypre. N'oublions pas, d'ailleurs, on oublie trop souvent de le mentionner, qu'il n'a jamais reconnu la République de Chypre et que par contre les pays de l'Union européenne n'ont jamais reconnu non plus la République de Chypre Nord, qui est la République turque, qui est le point d'appui évidemment d'Erdogan dans
cette entreprise en Méditerranée orientale. Alors voilà, tout ceci menace très directement les intérêts de la Grèce, de Chypre, mais aussi ceux d'Israël et de l'Égypte, et d'une façon générale, donne à Erdogan des tas de moyens d'action sur l'Europe. D'autant plus que, vous l'avez mentionné, mais il faut y insister, il va pouvoir contrôler désormais non seulement le sort des réfugiés qui sont en Anatolie et dont il s'est déjà servi pour faire chanter les Européens, mais les flux migratoires intra-libyens à destination de l'Europe. C'est un deuxième robinet, si j'ose m'exprimer vulgairement, qui lui permet d'avoir un deuxième moyen de chantage sur l'Europe. Alors voilà la situation. Alors j'ajouterais, avant de conclure, un mot quand même rétrospectif, parce que ça me paraît important. C'est non seulement une menace pour l'Union européenne et pour la France, mais c'est un petit désastre dans notre politique étrangère. Parce que, soyons honnêtes, nous pouvons toujours dauber, comme nous le faisons régulièrement, sur le désastre stratégique sans nom qu'a représenté l'intervention en Irak de 2003 pour les États-Unis, qui laisse l'Iran et l'Arabie saoudite en tête-à-tête. Il faut bien reconnaître que l'intervention franco-britannique de 2011 contre Tripoli et le renversement de Kadhafi a abouti à un désastre symétrique, avec d'incalculables conséquences à long terme que l'on est en train de commencer à découvrir. Mais on a déjà découvert les conséquences sur la déstabilisation profonde du Sahel, qui nous a obligés à intervenir au Mali et à poursuivre l'opération Barkhane, sur le chaos en Libye, avec un développement de milices islamistes et une émigration qui est contrôlée, bien entendu, par des mafias criminelles. Voilà ce qui arrive, hélas, quand on se lance dans des opérations irréfléchies, dirigées par les seuls bons sentiments et par des considérations humanitaires, sans qu'on se soit arrêté à l'analyse des conséquences géopolitiques d'une intervention de ce genre. N'oublions pas d'ailleurs que parmi les pays qui ont désapprouvé l'intervention franco-britannique de 2011, il y avait au premier rang la Russie et la Turquie, que l'on retrouve aujourd'hui tirant les marrons du feu. Nicolas Bavrez. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a en Libye une nouvelle Syrie. On retrouve exactement les mêmes ingrédients. Au départ, une révolte populaire au cadre des printemps arabes, une intervention étrangère qu'on vient de rappeler, l'intervention franco-britannique. Ensuite, une structure de guerre civile sur fond d'affrontements tribaux. Et ensuite, une internationalisation, tant du côté du Sahel, avec l'arrivée de djihadistes qui partent du Moyen-Orient et qui se redéploient en Afrique, qu'avec l'intervention d'un certain nombre de puissances. Et les deux puissances qui sont intervenues, ce sont donc la Russie et la Turquie. L'autre chose qui est très spectaculaire, c'est la montée en intensité, et y compris dans les systèmes d'armes qui sont déployés et utilisés, puisqu'à un moment donné, en plus des 2000 mercenaires de Wagner, la Russie a déployé des MiG et des Sukhoi, et du côté turc, on a aussi des batteries antiaériennes sophistiquées, des drones. Donc, il y a une montée en gamme des armements qui sont utilisés, qui est extrêmement inquiétante, puisque, comme il a été dit, tout ceci est utilisé à quelques centaines de kilomètres des frontières de l'Europe. Donc, aujourd'hui, de fait, c'est une logique de partition entre la Russie et la Turquie, mais autant en Syrie, c'est la Russie qui a quand même la main, autant en Libye, c'est clairement la Turquie d'Erdogan qui domine, avec ce qui a été dit, une quadruple logique, reconstitution de l'Empire ottoman appuyé sur les frères musulmans, mainmise sur le pétrole libyen, expansion et prédation des ressources de gaz en Méditerranée orientale, et enfin, double chantage aux migrants sur l'Europe. Donc les conséquences sont effectivement très dangereuses, et on ne peut qu'être stupéfait non seulement de l'inertie de l'Europe, mais aussi de sa division. Alors sans doute par mauvaise conscience de ce qui s'est passé en 2011, mais c'est vrai que les querelles entre Italiens et Français ont fait beaucoup de mal. Donc aujourd'hui, c'est une source de déstabilisation majeure de l'Afrique du Nord, évidemment un sanctuaire pour les groupes djihadistes du Sahel. Par ailleurs, l'Europe est en passe d'être encerclée.
et la Méditerranée est en train de devenir une mer russo-turque, ce qui est extrêmement dangereux pour l'Europe. L'OTAN est déstabilisée, donc la frégate Courbet a été illuminée par les bâtiments de guerre turcs alors qu'elle accomplissait une mission OTAN, et ce différend est instruit théoriquement par l'OTAN, mais on voit qu'aujourd'hui, les États-Unis sont quand même dans une logique de soutien d'Erdogan, quoi qu'il arrive, et le tout, donc, traduit, conforte, exprime ce qui est quand même, ce qui a été aussi mis en évidence par cette épidémie, c'est-à-dire un moment, ça n'est plus un déclin organisé de l'Occident, c'est une véritable débandade. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il serait grand temps pour l'Europe de prendre conscience et de se mobiliser. L'Europe commence à faire preuve de moins de naïveté vis-à-vis de la Chine, mais elle est incroyablement naïve vis-à-vis de la Turquie d'Erdogan, qui est beaucoup plus proche et qui est une menace extrêmement sérieuse. Donc il y a une clarification, une vraie stratégie à avoir vis-à-vis de la Turquie comme vis-à-vis de la Russie, avec la mise en valeur des intérêts communs, mais également une attitude extrêmement ferme et qui doit être appuyée par ailleurs par une logique de réarmement. Ce qui se passe aujourd'hui en Libye est vraiment exemplaire à la fois du retour au premier plan des menaces étatiques dans le monde du XXIe siècle et de ces empires qui mêlent le nationalisme et le fanatisme religieux, et également exemplaire de l'ascension de la violence et de l'ascension, de la montée en puissance des systèmes d'armes qui sont déployés à proximité immédiate et qui pourraient demain très bien être nous visés. Et il y a plusieurs types d'armes. Il y a les armements militaires, mais ensuite, force est de constater qu'en tout cas, pour la Turquie d'Erdogan, les migrants sont une arme que Erdogan est bien décidé à utiliser contre l'Europe. Michaela Wiegel. Oui, alors tout d'abord, je ne crois pas que, en tous les cas, pour parler de l'Allemagne, qu'elle soit naïve face au dessein néo-ottoman de Erdogan. Je veux pour preuve d'ailleurs que l'actuel ambassadeur d'Allemagne à Paris va désormais être ambassadeur pour l'Union européenne en Turquie, ce qui est clairement un signe, c'est un très proche d'Angela Merkel, c'est clairement un signe que l'Allemagne souhaite, et notamment dans ce poste stratégique d'ambassadeur pour l'Union européenne, souhaite regarder, observer de près ce que fait le régime Erdogan. Alors, je voudrais pas revenir à l'erreur qui était à l'époque cette intervention sans lendemain. En fait, l'intervention en Libye franco-britannique, si elle avait été pensée avec une véritable stratégie pour l'après-demain, aurait probablement pu réussir. Mais c'était, et je le rappelle, l'Allemagne à l'époque s'était abstenue au Conseil de sécurité, aux côtés de la Russie d'ailleurs. C'était justement un des arguments qu'avait avancé le ministre des Affaires étrangères allemand de l'époque, de ne pas savoir quel était le plan pour l'après. Je pense qu'il y a quand même, et c'est désagréable de le dire, une sorte de responsabilité d'Emmanuel Macron dans cette intervention des deux grands puissances que sont la Russie et la Turquie. Je pense il est utile de se souvenir de ce sommet à la Celle sans clous qui a vu pour la première fois le général Haftar mise au même rang que le Premier ministre reconnu par l'ONU, Sarraj. Je me souviens très bien que la diplomatie allemande à l'époque était très très choquée par cette mise sur un même plan et qui a d'ailleurs provoqué chez le général Haftar toutes ces interventions militaires un peu intempestives qui hantent
par la suite aussi permis dans la déstabilisation du Premier ministre Sarraj l'intervention de la Turquie parce qu'aucun autre pays occidental voulait le soutenir par la force militaire. Et donc, je crois quand même que cette erreur stratégique de miser sur Haftar, on a trouvé des armes françaises abandonnées lors d'un de leurs retraits, a quand même non seulement empêché l'unité européenne, que je trouve très juste, que Nicolas Bavrez appelait de ses voeux, mais il a aussi effectivement amené les deux grandes puissances qui avaient des intérêts à s'investir davantage. Donc, je ne vois pas encore pour l'instant au niveau du gouvernement et dans ce dessin de réinvention une véritable prise en compte de ce facteur. Et je trouve c'est là où le terme souveraineté est un peu abusivement utilisé parce que quand on parle de l'Europe, on ne peut pas juste mettre derrière des intérêts de la France. Il faut aussi prendre en considération les autres pays européens. Et donc, je crois effectivement ce conflit libyen, malheureusement, va encore longtemps nous occuper. Marc-Olivier Padis. On voit bien comment de multiples dossiers en fait sont liés à cette question libyenne au-delà de la situation sur le terrain et pour la population libyenne, la division du pays, le risque de fragmentation du pays ou de séparation en deux blocs. Il y a quand même 4 enjeux dont on a déjà largement parlé qui sont liés. Des enjeux militaires, des enjeux stratégiques, des enjeux sécuritaires et finalement économiques. Donc militaire parce qu'il y a la question de l'OTAN, stratégique parce que on ne peut pas le dissocier du dossier syrien, sécuritaire parce qu'il y a le Sahel et économique parce qu'il y a tous ces prospections gazières en Méditerranée orientale. Alors pour parler de l'OTAN, évidemment, on est gêné par le sujet des relations entre les Européens et la Turquie au sein de l'OTAN. Alors je ne sais pas si c'est de la naïveté, mais on a un problème effectivement de savoir aujourd'hui comment gérer le dossier turc au sein de l'OTAN, puisqu'on a le risque ici de se retrouver soit qu'il y ait un conflit direct entre la Turquie et la Russie qui pourrait impliquer par un enchaînement mécanique l'OTAN dans un conflit, ce qui serait assez catastrophique, ou s'il y a, comme l'a montré aussi François, une espèce de complicité souterraine avec la Russie, c'est tout aussi embarrassant pour l'OTAN. D'où la question qui est posée de l'autonomie stratégique de l'Union européenne, et on revient à la question de la souveraineté dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas attendre que ce soit les Américains qui décident pour nous comment on va se sortir de cette situation, d'autant plus que Trump réélu ou pas, on peut se douter que, disons, le manque d'intérêt des Américains et le pivot vers l'Asie risque de se poursuivre. En tout cas, on ne peut pas miser notre sécurité stratégique sur ce dossier-là. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la Syrie, dont François a très bien parlé, sur ce jeu entre la Turquie et la Russie qui est assez ambigu, puisqu'il y a à la fois rivalité et accord sous-jacent entre les deux, dans un projet évidemment anti-occidental qui peut rapprocher les deux autocrates dans leurs relations personnelles. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir si on a vraiment affaire à un projet d'envergure. Quand on dit un projet néo-ottoman, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une vision. Alors, je ne doute pas que Erdogan ait une très grande idée lui-même de ses capacités et de ses ambitions, mais je pense que la réalité de ce que la Turquie est capable de faire est quand même beaucoup plus modeste. Et c'est pareil pour la Russie, c'est-à-dire je les vois plutôt comme des acteurs opportunistes qui viennent se glisser dans les interstices laissés ouverts par le désengagement des Américains et l'impuissance des Européens.
Et donc, je dirais qu'on a plutôt affaire à un opportunisme interstitiel qu'à un vrai projet idéologique, géopolitique d'ensemble, parce que, par ailleurs, la situation intérieure turque ne permet pas de soutenir un projet extérieur extrêmement ambitieux, puisque Erdogan est fragilisé à titre personnel, l'économie est dans un état catastrophique, la plupart des partis politiques maintenant se retournent contre Erdogan, et donc il n'a pas la force interne qui lui permet de déployer complètement l'ambition qu'il voudrait à l'extérieur, et je pense que c'est le même problème pour Poutine. Troisième question, c'est la question du Sahel, puisque évidemment la frontière sud de la Libye touche au Tchad et au Niger, et c'est ça la problématique pour la France. C'est pour ça que la France est impliquée sur ce terrain. C'est que la France soutient l'opération Barkhane qui essaye de stabiliser la région, et ça c'est un enjeu pour évidemment pour la France, mais en réalité pour l'ensemble de l'Europe. Alors Michaela a raison de pointer la responsabilité de la France dans les difficultés diplomatiques et les impasses diplomatiques même qui ont été choisies par la France. Il faut dire que là, la continuité de l'action de Jean-Yves Le Drian en tant que ministre de la Défense de François Hollande, puis en tant que ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron, explique quand même le soutien continu apporté à Haftar, parce que Haftar a été vu comme un personnage capable de stabiliser le pays et de lutter contre les milices islamistes et contre effectivement la déstabilisation terroriste au Sahel. Et alors là, effectivement, l'échec français, c'est que les Français n'ont pas convaincu leurs partenaires européens que Haftar était le bon candidat pour faire ça. Et donc, la France porte le fardeau de l'action antiterroriste au Sahel, mais son échec diplomatique, c'est de ne pas avoir convaincu les pays européens qui bénéficient et d'ailleurs qui contribuent à différents niveaux aussi à aider la France dans cette action. La France n'a pas convaincu ses partenaires européens que sa stratégie était bonne en Libye. Alors peut-être au moins maintenant, la situation se clarifie, il va falloir remettre les pendules à l'heure complètement, puisque la Turquie a réussi à s'imposer sur le terrain, et puis Haftar a montré qu'il n'était pas en fait un interlocuteur ni capable de gagner sur le terrain, ni capable de signer des accords au moment où il se présente. Philippe, j'aurais aimé dire un ultime mot en écho à ce qu'elle vient de dire Marc-Olivier et à ce qu'a dit Michaela. Il faudrait que ce ne soit qu'un mot très bref. Rapide. Le premier, c'est pour dire que je suis tout à fait d'accord sur les maladresses de la diplomatie française dans cette affaire. La conférence de la Celle-Saint-Cloud a non seulement déplu à nos amis allemands, mais les Italiens étaient absolument livides de l'apprendre pratiquement par le journal et de ne pas avoir été invités. Donc, nous avons été incontestablement très maladroits et très présomptueux dans cette affaire. La seconde, c'est que si on a choisi Haftar, c'était une fausse bonne idée probablement, mais l'une des raisons, c'était d'abord qu'il est très lié à certains de nos grands clients en matière de vente d'armement, les Émirats arabes unis, l'Égypte, quand même, ce sont des gens qui comptent beaucoup pour nous, mais c'est aussi parce qu'il avait réussi à unifier avec des alliances d'ailleurs très précaires quelques tribus dans le sud de la Libye, de le Fezzan, et que du coup il permettait de mieux contrôler les frontières du Tchad et du Niger. Mais il apparaît aujourd'hui à l'évidence qu'il n'était pas le bon cheval, et nous avons donc non seulement un problème de fond, mais nous allons avoir des problèmes immédiats. Nicolas Bavrez. Moi, je voudrais très rapidement m'inscrire en faux sur ce qu'a dit Marc-Olivier Padis concernant le manque de stratégie ou de profondeur des ambitions de la Turquie et de la Russie. Il est vrai que ce ne sont pas des puissances globales. La Russie connaît un vrai suicide démographique et économique, mais ça n'empêche que le pari russe de tenir une politique extrêmement agressive fondée autour des instruments classiques du hard power, donc une diplomatie très active et par ailleurs la multiplication d'interventions militaires en Syrie, où quand même la Russie a repris le contrôle du Moyen-Orient en engageant finalement très peu de forces. En Ukraine, il y a aussi, en plus de la pression sur l'Ukraine, là aussi le chantage aux migrants, parce que certains migrants viennent en Europe par le nord de la Russie. Donc incontestablement, je crois, et Poutine est un adversaire très sérieux,
très organisé, très structuré, avec une vraie vision du déclin de l'Occident et d'un monde post-occidental et post-libéral et post-démocratique. Et avec d'autres objectifs, avec évidemment derrière l'islam, Erdogan est aussi quelqu'un sans doute de moins structuré, mais avec des ambitions de puissance qui sont extrêmement fortes et qui, pour l'instant, lui permettent de tenir également le front économique et social, certes avec un pays surendetté, certes avec beaucoup de corruption, mais avec une certaine efficacité. Notons d'ailleurs que en matière de lutte contre l'épidémie de coronavirus, la Turquie, pour l'instant, a obtenu plutôt de bons résultats. Donc voilà pourquoi je pense que ces démocratures, qui présentent un certain nombre de facteurs communs, doivent être prises très au sérieux. Je vous remercie. Cette fois-ci, nous avons non seulement atteint, mais même dépassé le moment de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je voudrais l'ouvrir en signalant un livre publié aux éditions de l'Iconoclaste par Jean-Claude Raspien-Jas, journaliste à La Croix. Ce livre s'intitule « Routier » au pluriel. C'est un livre de reportage, comme je trouve qu'il n'y en a pas assez. C'est le fruit d'une année passée dans les 40 tonnes, ces 40 tonnes sans lesquelles nous n'aurions pas pu tenir pendant le confinement. Et ce livre se demande, ou plutôt nous fait voir, de quoi est faite la vie quotidienne de ces soutiers de l'économie que nous voyons sans les voir, sans les connaître, quelle pression s'exerce sur eux, comment ils voient le monde du haut d'une cabine qu'ils quittent de moins en moins, pressés par nos impatiences et nos exigences et bousculés par des employeurs impétueux, privés d'une bonne part de leur vie de famille, sur les routes jour et nuit, par tous les temps, et qui maintiennent tant qu'ils peuvent quelques rassemblements qui leur permettent encore de célébrer ce qui reste de ce qui a longtemps été leur grande famille. On trouvera d'ailleurs dans ce livre, à propos de cette grande famille, un chapitre sur Max Meignier, qui anima pendant des années toute la tranche du soir de RTL avec son émission « Les routiers sont sympas », émission qui fit la preuve qu'on pouvait être une radio commerciale et programmer une émission de véritable service public. Michaela Wiegel. Alors moi, je reviens à la crise du Covid-19, alors que les différentes commissions d'enquête parlementaire s'ouvrent. Je voulais recommander un rapport, une note vraiment très très complet et très constructif, publié par l'Institut Montaigne et écrit par Nicolas Bocquet, que je connaissais pas auparavant, qui est apparemment historien. En tous les cas, il a vraiment essayé de synthétiser tout ce qui ne fonctionnait pas pendant cette crise dans l'action publique, et il en tire des conclusions assez surprenantes, c'est-à-dire ce n'est pas véritablement l'État jacobin qui est fautif, mais c'est plutôt le fait que l'État jacobin n'a plus du tout les moyens d'exercer un pouvoir centralisé qui s'est révélé, et donc partant de là, ce serait pas mal quand même de donner un peu de chair à ce que Emmanuel Macron avait dit: Paris ne peut pas décider tout, c'est-à-dire la décentralisation. François Bujon de l'Étang. Moi, je trouve que dans ces temps de Covid, de soucis géopolitiques, il faut avoir recours à la littérature pour essayer de survivre. Et c'est avec cela à l'esprit que je recommande très vivement le dernier livre de Jean-Marie Gustave Leclésio, que je viens de lire avec énormément de plaisir, qui s'appelle Chansons bretonnes, qui en réalité comprend deux textes. Le premier, qui porte ce nom, est une espèce de souvenir, de promenade nostalgique à travers des souvenirs des vacances bretonnes de Leclésio dans les années 50 et la recherche d'une Bretagne disparue depuis la modernisation. Mais ce texte est très, très agréable et intéressant, et suivi d'un second texte que je trouve très fort, qui s'appelle L'enfant et la guerre, qui est très ramassé et qui est un texte à la fois beau, simple et rude, dans lequel Leclésio, à travers les souvenirs personnels qu'il évoque de ces années de guerre qu'il a passées dans l'arrière-pays niçois, caché avec sa famille, s'interroge sur le sort de tous les enfants qui subissent les guerres,
qui considèrent la guerre comme une donnée de fait qui fait partie de leur environnement naturel, sans la comprendre, sans pouvoir l'influencer, et en se bornant simplement à la subir et à s'y adapter au mieux pour survivre. C'est un très beau texte. Marc-Olivier Padis. Je voudrais recommander un livre qui est paru juste avant le confinement et donc qui est passé un peu inaperçu, du grand historien Alain Corbin. Une histoire de l'ignorance, vaste programme, comme aurait dit le général. Comme historien, il sait quand même se donner un objet pour borner sa recherche. Et donc, le livre s'appelle Terra Incognita, chez Albin Michel. Et donc, il montre le degré d'ignorance dans lequel on était sur les connaissances simplement géographiques concernant la Terre, concernant les pôles, concernant la tectonique des plaques, la météorologie, l'atmosphère, toutes choses dont on parle aujourd'hui presque quotidiennement et qui était un objet encore presque mystérieux au XVIIIe et même encore au début du XIXe siècle. Et donc, c'est une mise en perspective tout à fait passionnante. Nicolas Bafrez. Je voudrais, pour finir, recommander la lecture du dernier livre d'Hubert Védrine, Et après. C'est un livre passionnant qui ne échappe à la division maintenant trop souvent entendue entre le monde d'avant et le monde d'après, mais qui au contraire regarde ce qui va durer, ce qui s'accélère et ce qui va changer. Et il s'interroge notamment sur effectivement la compatibilité qu'on a évoquée entre la relance économique et l'écologie, sur ce que va devenir le système multilatéral face à ces risques globaux comme l'épidémie en a été une illustration, sur l'avenir de l'État-nation et sur la manière dont les États sont coincés entre le désir de protection et leurs problèmes financiers, également sur évidemment la France et l'Europe. Donc, avec Hubert Védrine, on a à la fois un homme dont on sait qu'il a eu une expérience diplomatique et politique au plus haut niveau, et en même temps, quelqu'un qui se remet en question de manière, et qui regarde avec un regard vraiment neuf les problèmes de cette période tout à fait singulière. Donc, c'est passionnant. Je vous remercie toutes et tous. Je rappelle le supplément, le BADA sur le Brésil avec Christian Pouillot, qui est en ligne depuis le début de la semaine, ainsi d'ailleurs que tous les autres BADA précédents que vous pouvez également retrouver. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission est préparée, Charles de Cilia, notre ingénieur du son, Benoît Carré, qui assure le compte-rendu analytique, le compendium de notre conversation, Nicolas Tourneau, qui veille sur notre site, Olivier Magloire, qui veille sur les plateformes qui nous permettent d'être financés et de recueillir vos contributions, et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui produisent ce podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel Esprit Public. Merci.